Le sang suintait encore de son flanc lacéré lorsque Marie aperçut l'étalon noir tremblant près du ruisseau de l'école, ses yeux d'une intelligence saisissante la fixant avec un mélange de terreur et d'espoir qui lui glaça le sang. Elle ne pouvait pas savoir que cet animal en fuite bouleverserait à jamais sa vie, celle de ses élèves, et révélerait un scandale qui ébranlerait tout le monde équestre français. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le brouillard matinal enveloppait les contours des bâtiments délabrés de l'abattoir de Saint-Julien-en-Genevois comme un linceul grisâtre. Les camions s'alignaient dans la cour boueuse, déversant leur cargaison vivante sous les cris rauques des ouvriers. Dans le dernier box du bâtiment ouest, un étalon noir comme la nuit se tenait immobile, seule une marque blanche, en forme D, étoile sur son front, trahissait la perfection de sa robe D ébène. Ses yeux, d'un brun profond, suivaient chaque mouvement des hommes qui passaient devant sa cage, calculant, évaluant, attendant. Étoile n'avait pas toujours été son nom. Avant, dans une autre vie, il avait été Tonnerre, elle étalon primé du haras de Montmorency, celui que tous admiraient pour sa fougue et son élégance. Mais les années et un accident avaient transformé sa valeur. Vendu, revendu, puis maltraité dans une ferme industrielle pendant 5 longues années, son corps puissant portait désormais les cicatrices de cette déchéance. Une côte mal ressoudée, une cicatrice sur le flanc gauche, et cette lueur farouche dans le regard que les hommes appelaient folie. Celui-là passera en premier demain, lança Marcel Dupont, le contremaître, en tapotant la porte métallique du box. Il est trop nerveux, trop imprévisible. Le patron veut s'en débarrasser avant qu'il ne blesse quelqu'un. Son collègue, Laurent Berthier, s'approcha et cracha par terre. Dommage. C était une belle bête autrefois. J'ai vu des photos de lui quand il courait à Longchamp. Les belles histoires finissent toujours mal, répondit Marcel en haussant les épaules. Demain, 5 heures. On commence par lui. Les deux hommes S éloignèrent, leurs bottes laissant des empreintes profondes dans la boue mêlée de paille et de déjection. Derrière eux, dans l'obscurité grandissante du box, Étoile frémit. Son instinct, affiné par des années de survie, lui soufflait que le temps pressait. Cette nuit serait sa dernière chance. À minuit, le silence régnait sur l'abattoir. Seules les respirations lourdes des animaux et le grincement occasionnel d'une porte métallique balancée par le vent troublaient la quiétude nocturne. Dans sa cage, Étoile n'avait pas dormi. Ses muscles tendus, il fixait la fermeture de son box. Un simple loquet glissait dans un anneau métallique. Pendant des semaines, il avait observé les hommes le manipuler, mémorisant chaque geste. Elle, étalon, s'approcha lentement de la porte. Sa tête puissante s'abaissa vers le mécanisme. Ses lèvres, d'une dextérité surprenante, saisirent le bout du loquet et tirèrent vers le haut. Une fois, 2 fois, à la 3e tentative, le métal céda et glissa hors de l'anneau. La porte s'entr'ouvrit avec un grincement sinistre. Étoile s'immobilisa, tous ses sens en alerte. Un garde de nuit faisait sa ronde toutes les heures. La dernière avait eu lieu il y avait 20 minutes. Il devait faire vite. D'une poussée de son épaule musclée, il ouvrit complètement la porte et se glissa dans le couloir faiblement éclairé. Ses sabots, habitués à la paille humide, claquèrent sur le béton. Le son résonna comme un coup de feu dans le silence. Un cheval voisin hennit doucement, comme pour l'encourager. Étoile accéléra. Le couloir menait à une cour intérieure, elle-même donnant sur une grande porte coulissante, l'entrée par laquelle arrivaient les camions. Elle était fermée pour la nuit, bien sûr, mais sur la gauche, Étoile avait repéré une brèche dans la clôture, dissimulée derrière un tas de palettes abandonnées. C était son seul espoir. Il traversa la cour en quelques foulées puissantes, ses naseaux dilatés par l'odeur de liberté mêlée à celle, omniprésente, de la mort. Derrière lui, une voix éleva soudain. « Hé !
Qu'est-ce que c'est que ça? Roger, il y a un cheval qui s'est échappé. Le garde de nuit avait changé sa routine. Étoile n'avait plus le temps de réfléchir. Dans un élan désespéré, il bondit vers les palettes, les renversant dans un fracas assourdissant, et se jeta contre la clôture. Le métal rouillé céda sous son poids, déchirant sa peau au passage, mais ouvrant une brèche suffisante pour qu'il puisse se faufiler. La douleur était intense, mais l'instinct de survie plus fort encore. Étoile émergea de l'autre côté, dans un champ ouvert bordé par une forêt sombre. Derrière lui, les cris et les lumières de torches indiquaient que l'alarme était donnée. Il ne pouvait plus hésiter. Elle et Talon S élança dans la nuit, sa silhouette noire se fondant rapidement dans l'obscurité. Ses foulées, d'abord hésitantes sur ce terrain inconnu, retrouvèrent bientôt leur puissance d'antan. Le sang coulait de sa blessure au flanc, mais la douleur s'estompait dans l'ivresse de la course. Pour la première fois depuis des années, Étoile galopait libre. Il courut jusqu'à ce que l'aube teinte l'horizon de rose et que ses jambes tremblent de épuisement. La forêt avait laissé place à des champs, puis à de petites routes de campagne qu'il avait traversées en évitant soigneusement les rares véhicules. Maintenant, à bout de force, il cherchait un abri. Au loin, les contours d'un village se dessinaient dans la brume matinale. Saint-Martin-des-Champs indiquait un panneau à moitié effacé. Étoile ralentit, tous ses sens en alerte. Les humains représentaient un danger, mais il avait besoin d'eau et d'un endroit pour se reposer. En bordure du village, légèrement à l'écart des habitations, se dressait un bâtiment plus grand que les autres, entouré d'une cour et de quelques arbres, une école. À cette heure matinale, elle était encore déserte, mais une petite rivière coulait juste derrière, accessible par un pré non clôturé. Étoile s'approcha prudemment. L'eau fraîche apaisa sa soif dévorante et nettoya partiellement sa blessure. Épuisé par sa course nocturne, il se laissa glisser dans l'herbe haute, à l'abri d'un bosquet de saules qui le dissimulait au regard. Ses paupières se fermèrent malgré lui. Pour la première fois depuis longtemps, l'étalon noir s'abandonna au sommeil, bercé par le murmure de l'eau et le chant des oiseaux matinaux. Sa dernière pensée fut que, même si les hommes le retrouvaient maintenant, il avait connu un dernier moment de liberté. « Mademoiselle Dubois, Mademoiselle Dubois !»« Il y a un cheval dans notre jardin !» La voix excitée de la petite Camille Lefebvre résonna dans la cour de récréation de l'école primaire de Saint-Martin-des-Champs. Marie Dubois, institutrice de 32 ans aux cheveux châtains toujours rassemblés en un chignon désordonné, leva les yeux de son carnet de notes. Après 10 ans d'enseignement, elle pensait avoir tout entendu, mais celle-là était nouvelle. Un cheval? Voyons, Camille, tu as dû confondre avec la jument de Monsieur Renard qui passe parfois près de la clôture. Non, non, insista la fillette, tirant sur la manche de sa maîtresse. C'est un grand cheval noir, tout noir sauf une tache blanche ici. Elle pointa son propre front, et il a l'air blessé. L'inquiétude remplaça le scepticisme dans le regard de Marie. Si un animal blessé rôdait près de l'école, cela méritait investigation. Elle confia sa classe à Madame Moreau, la directrice, et suivit Camille vers le petit ruisseau qui bordait la propriété. À mesure qu'elles approchaient du bosquet de saules, Marie ralentit instinctivement le pas. Camille avait raison. Là, à moitié dissimulé par les branches tombantes, gisait un magnifique étalon noir. Sa respiration était lourde et une blessure au flanc suintait encore légèrement. Il semblait épuisé, peut-être fiévreux, mais ce qui frappa Marie, ce fut la lueur dans son regard quand il leva la tête à leur approche. Un mélange de peur, de fierté et d'une intelligence presque humaine. « Reste en arrière, Camille », murmura Marie, tendant un bras protecteur devant l'enfant. « Les chevaux blessés peuvent être dangereux. » À sa grande surprise, Camille glissa sous son bras et s'avança doucement, la main tendue, paume vers le haut. « N'aie pas peur,
dit-elle d'une voix douce que Marie ne lui connaissait pas. « On ne te fera pas de mal. » Marie retint son souffle, prête à bondir pour écarter la fillette si l'animal réagissait mal. Mais contre toute attente, elle et Talon ne fit aucun mouvement brusque. Ses oreilles se dressèrent, attentives, et ses naseaux frémirent en humant l'odeur de l'enfant. Après un long moment de tension, il abaissa légèrement sa tête massive. « Il s'appelle Étoile », déclara Camille avec l'assurance déroutante des enfants. « Comment peux-tu savoir son nom ?» demanda Marie, fascinée par l'interaction. « À cause de la marque sur son front. C'est une étoile, donc il s'appelle Étoile, » répondit Camille, comme si c'est était l'évidence même. Marie sourit malgré elle. La logique enfantine avait parfois cette simplicité désarmante. « Il faut appeler un vétérinaire », décida-t-elle. « Mais prévenir la gendarmerie. Ce cheval appartient sûrement à quelqu'un. » Au mot « gendarmerie », l'animal se raidit soudain, tentant de se redresser sur ses jambes tremblantes. La panique brillait dans ses yeux. « Non !» s'écria Camille, se plaçant instinctivement entre l'étalon et sa maîtresse. « Il a peur, regardez-le, mademoiselle. Il s'est échappé de quelque part où on lui faisait du mal. » Marie hésita. La réaction de l'animal était troublante, presque comme s'il avait compris leur conversation. D'un autre côté, un cheval-aine n'était pas un chat errant qu'on pouvait simplement recueillir. « D'accord », céda-t-elle finalement. « Je vais d'abord appeler le docteur Laurent. C'est un ami, il s'occupe des animaux du zoo pédagogique. Il saura quoi faire. » Pendant que Marie retournait vers l'école pour téléphoner, Camille resta près de Étoile, lui parlant doucement. Quand les autres enfants sortirent pour la récréation, la nouvelle de la présence du cheval se répandit comme une traînée de poudre. Marie dut organiser un système pour que les élèves s'approchent par petits groupes, sans bruit et sans mouvement brusque. À sa grande surprise, Étoile sembla s'apaiser en présence des enfants. Ses yeux, auparavant emplis de méfiance, suivaient leurs mouvements avec une curiosité croissante. Le docteur Philippe Laurent arriva une demi-heure plus tard, son vieux break Peugeot chargé de matériel. Grand, dépassant la cinquantaine, avec une barbe poivre et sel et des mains aussi larges que douces, il émanait de lui un calme qui semblait s'étendre aux animaux qu'il soignait. « Alors, qu'avons-nous là ?» demanda-t-il en s'approchant prudemment de l'étalon. Marie lui expliqua brièvement la situation, tandis que les enfants observaient avec fascination le vétérinaire examiner Étoile. Contrairement à toute attente, l'animal se laissa ausculter sans résistance. « C'est un pur sang », confirma Philippe après son examen, « et un sacré spécimen, malgré son état actuel. Cette blessure au flanc est récente, probablement causée par du métal, une clôture, peut-être, mais il a d'autres cicatrices plus anciennes. Cet animal a été maltraité, et pas qu'un peu. « Est-ce qu'il va mourir ?» demanda Thomas, un garçon de CE2 aux genoux perpétuellement écorchés. « Non, mon grand !» le rassura Philippe. « Avec des soins appropriés, il devrait s'en remettre, physiquement du moins. » Mentalement, il laissa sa phrase en suspens, observant la façon dont Étoile gardait un œil vigilant sur chaque adulte, tout en tolérant la présence des enfants. « Il n'a pas de puce électronique », ajouta-t-il après avoir passé un scanner sur l'encolure de l'animal. « Mais il a dû appartenir à quelqu'un. Un cheval comme ça ne passe pas inaperçu. » La cloche de fin de récréation sonna, mais aucun des enfants ne bougea. Marie échangea un regard avec la directrice qui hocha imperceptiblement la tête. « Très bien », annonça Marie. « Leçon de sciences naturelles en plein air aujourd'hui. » Un concert de hurrahs accompagna sa décision. Elle organisa rapidement les élèves en petits groupes de travail, leur distribuant des carnets pour qu'ils dessinent Étoile et notent leurs observations sur son comportement et son apparence. « Qu'allons-nous faire de lui ?» demanda-t-elle à Philippe à voix basse, pendant que les enfants travaillaient. Le vétérinaire caressa pensivement sa barbe. « Légalement, je devrais signaler sa présence aux autorités, mais... » Il s'interrompit, observant la scène devant lui. Camille avait réussi à convaincre les autres enfants de cueillir des pissenlits pour Étoile,
et elle, les Talons, acceptaient maintenant cette offrande avec une délicatesse surprenante. « Donnons-lui quelques jours, » décida Philippe. « Je vais soigner sa blessure et nous verrons comment il évolue. Quelque chose me dit que ce cheval n'est pas là par hasard. » 3 jours étaient écoulés depuis l'arrivée de Étoile, école de Saint-Martin-des-Champs. Philippe Laurent avait installé un abri de fortune près du ruisseau, et un système de rotation était naturellement mis en place parmi les parents d'élèves pour apporter foin et nourriture à l'étalon convalescent. Sa blessure au flanc commençait à cicatriser et sa méfiance envers les adultes s'atténuait légèrement, du moins envers certains d'entre eux. Ce matin-là, Marie arriva plus tôt que d'habitude. La lumière dorée de l'aube caressait le pré, dissipant les dernières volutes de brume nocturne. À sa surprise, Hélène n'était pas la première sur les lieux. « Bonjour, mademoiselle Dubois », chuchota Camille, assise en tailleur à quelques mètres d'Étoile. L'étalon, couché dans l'herbe, semblait somnoler paisiblement, sa grande tête reposant près des jambes de la fillette. « Camille, comment es-tu arrivée si tôt ? Papa m'a déposé en allant à la boulangerie. Il a dit que C était d'accord si je restais près de l'école. » Marie s'approcha doucement, s'émerveillant de la scène. En 3 jours, l'animal farouche était suffisamment apaisé pour accepter la proximité constante de Camille. La fillette avait développé un lien presque mystique avec Étoile. « Tu sais, » dit Camille en caressant délicatement l'encolure du cheval, « avant, il faisait des cauchemars. Il bougeait beaucoup dans son sommeil et faisait des bruits, comme s'il avait peur. Maintenant, il dort mieux. » Marie s'assit à côté de la petite fille, touchée par sa sensibilité. À 10 ans, Camille avait toujours été une enfant à part, intelligente mais solitaire, préférant souvent la compagnie des livres à celle de ses camarades. « Comment sais-tu qu'il faisait des cauchemars ?» Camille haussa les épaules. « Je le sentais, c'est tout, comme quand mon petit frère fait un mauvais rêve et que je le sais même s'il ne crie pas. » Étoile ouvrit un œil, observant les 2 humaines sans bouger. Son regard s'attarda sur Marie avec une intensité troublante, comme s'il évaluait ses intentions. « Il commence à te faire confiance, » remarqua Camille. « C'est parce que tu ne parles jamais de le renvoyer. » Marie soupira. La situation ne pourrait pas durer éternellement. Tôt ou tard, quelqu'un viendrait réclamer l'animal, ou les autorités interviendraient. Mais pour l'instant, elle n'avait pas le cœur de briser cette bulle de sérénité. Le reste de la classe arriva progressivement. La présence d'Étoile avait transformé l'ambiance de l'école. Les disputes habituelles avaient diminué, remplacées par un sentiment de responsabilité collective. Même Thomas et Lucas, les 2 perturbateurs attitrés, avaient canalisé leur énergie dans la construction d'un abri plus solide pour elle et Talon. Pendant la matinée, Marie adapta ses leçons autour de leur invité. En français, les élèves écrivirent des histoires imaginant le passé d'Étoile. En mathématiques, ils calculèrent les quantités de nourriture nécessaires à son bien-être. En sciences, ils étudièrent l'anatomie équine. À midi, alors que les enfants déballaient leur repas dans le pré, transformant le déjeuner en pique-nique improvisé, une voiture de gendarmerie s'arrêta devant l'école. Le cœur de Marie se serra. Elle avait redouté ce moment. Instinctivement, elle se plaça entre le véhicule et elle et Talon, qui s'était redressé, tous ses muscles tendus. 2 gendarmes en sortirent, accompagnés d'un homme corpulent en costume bon marché. Le plus âgé des gendarmes, le lieutenant Moreau, s'avança vers Marie. « Mademoiselle Dubois », salua-t-il poliment mais formellement, « on nous a signalé la présence d'un cheval sur la propriété de l'école. Vous auriez dû nous prévenir immédiatement. Nous voulions d'abord nous assurer de son état de santé, » répondit Marie, sentant le regard des enfants sur elle. Il était blessé. Justement, intervint l'homme en costume, s'avançant avec une assurance excessive.
Je suis Bernard Mercier, de l'abattoir de Saint-Julien en Genevois. Ce cheval nous appartient. C'est un animal dangereux qui s'est échappé il y a 4 jours. À ces mots, Étoile se cabra légèrement, ses yeux roulants de panique. Camille se précipita à ses côtés, posant une main apaisante sur son encolure. « Dangereux ?» s'exclama Marie, incrédule. « Regardez-le avec les enfants. Il est d'une douceur remarquable. » Mercier eut un rire condescendant. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle, vous n'êtes pas experte en comportement équin. Cet étalon a une histoire de violence. C'est pour cela qu'il nous a été confié. »« Confié pourquoi ?» demanda innocemment Thomas, qui, était approché. Un silence gêné s'installa. Mercier toussa, évitant le regard direct de l'enfant. « Pour des soins spécialisés, mentit-il maladroitement. « Il allait le tuer, murmura Camille, serrant ses petits poings. Étoile le sait, c'est pour ça qu'il s'est enfui. » Le lieutenant Moreau, visiblement mal à l'aise, se tourna vers son collègue, puis vers Mercier. « Vous avez des papiers prouvant que ce cheval vous appartient ?» Mercier sortit des documents de sa sacoche. Voici le bon de transfert. L'ancien propriétaire, un éleveur de Montmorency, nous l'a vendu légalement. Il s'appelle Tonnerre, pas Étoile, comme ses enfants l'ont rebaptisé. Marie jeta un coup d'œil au papier. Il semblait en ordre, mais quelque chose la troublait. L'attitude de l'homme, peut-être, ou la réaction viscérale de Étoile à sa présence. « Lieutenant », intervint Philippe Laurent, qui venait d'arriver pour sa visite quotidienne. « Puis-je voir ces documents ?» Le vétérinaire examina attentivement les papiers, son visage s'assombrissant à mesure qu'il lisait. « Ce cheval est enregistré comme inapte à la monte et destiné à l'abattage, » dit-il finalement, levant les yeux vers Mercier. « Pas à des soins spécialisés, comme vous l'avez prétendu. » Un murmure d'horreur parcourut le groupe d'enfants. Camille s'accrocha au cou de Étoile, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « C'est parfaitement légal », se défendit Mercier, son visage rougissant sous l'accusation implicite. « Cet animal n'est plus utile. » « Il a été réformé après une blessure. Donc vous admettez que vous comptiez l'abattre ?» insista Philippe, les mâchoires serrées. « Je ne vois pas en quoi cela vous ne pouvez pas le prendre. » Écria soudain Camille, interrompant la dispute des adultes. « Il a choisi de venir ici, il nous a choisis. » D'autres voix d'enfants élevèrent, créant un chœur de protestation. Marie sentit son cœur se serrer. Elle savait que légalement, ils avaient peu de recours si les papiers étaient en ordre. « Lieutenant, » dit-elle en s'approchant de Moreau, « pourriez-vous nous accorder quelques jours? Le temps de trouver une solution ?» Le gendarme hésita, regardant alternativement les enfants en larmes, le étalon manifestement terrorisé par Mercier et le représentant de l'abattoir qui fulminait silencieusement. « Écoutez, » dit-il finalement, « je ne peux pas ignorer des documents légaux, mais... » Il baissa la voix. « Je dois vérifier certains détails administratifs. Ça pourrait prendre, disons, 1 semaine. » Un éclair de gratitude traversa le regard de Marie. 1 semaine, était peu, mais était mieux que rien. « C'est inacceptable, » s'indigna Mercier. « Cet animal est notre propriété et il restera ici jusqu'à ce que je m'assure que tout est parfaitement en règle. » L'interrompit fermement le lieutenant. « C'est ma décision finale, monsieur Mercier. » Tandis que les gendarmes escortaient un Mercier furieux vers leur véhicule, Marie échangea un regard avec Philippe. Ils avaient gagné un répit, mais la bataille était loin d'être terminée. Ce soir-là, après le départ des enfants, Marie resta assise près d'Étoile, caressant doucement son encolure puissante. « Qu'allons-nous faire de toi ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'animal. Comme s'il comprenait sa question, Étoile posa délicatement sa tête sur l'épaule de la jeune femme dans un geste d'une tendresse inattendue. Marie sentit des larmes lui piquer les yeux.
En quelques jours à peine, ce cheval avait transformé son école, ses élèves et peut-être même elle-même. Elle ne pouvait pas le laisser retourner à l'abattoir, quoi qu'il lui en coûte. La petite salle des professeurs de l'école de Saint-Martin-des-Champs n'avait jamais accueilli autant de monde. Ce soir-là, une vingtaine d'adultes s'y entassaient. Enseignants, parents d'élèves, Philippe le vétérinaire et même le boulanger du village dont la fille était en CE2. L'atmosphère était électrique, chargée d'émotion et de détermination. Marie, debout devant le tableau noir, venait d'expliquer la situation. Les regards graves témoignaient de l'impact de ses paroles. « 1 semaine », répéta Julien Lefebvre, le père de Camille, en secouant la tête. C'est court pour trouver une solution. Légalement, notre position est fragile, admit Sophie Moreau, la directrice. Si cet homme de l'abattoir a des papiers en règle, ces papiers sont peut-être légaux, mais ce qu'ils font est moralement répréhensible, intervint Philippe avec véhémence. J'ai examiné Étoile plus en détail. Ce cheval a été un champion. Il porte encore la marque au fer d'un des plus prestigieux haras de France. Sa blessure à la jambe aurait pu être soignée correctement, mais ils ont préféré s'en débarrasser. Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. De plus, ajouta-t-il, l'état général de l'animal suggère des négligences graves, voire des mauvais traitements. Si nous pouvions prouver cela, mais comment ? Demanda Marie. Nous n'avons aucune preuve de ce qui s'est passé avant son arrivée ici. Un silence pensif s'installa, rompu par la voix douce mais déterminée d'Isabelle Martin, mère de 2 élèves et journaliste à la Dépêche régionale. « Je pourrais enquêter sur cet abattoir », proposa-t-elle. « Je connais des gens qui s'intéressent aux conditions de traitement des animaux. Si cet établissement a des pratiques douteuses, nous pourrions exercer une pression médiatique. » « Excellente idée », approuva Sophie. « Pendant ce temps, nous devons trouver une solution à long terme pour Étoile. Même si nous parvenons à empêcher son retour à l'abattoir, il ne peut pas rester indéfiniment dans le pré de l'école. Mon cousin a un centre équestre près d'Annecy, intervint le boulanger. Monsieur Rousseau. Je pourrais lui parler, voir s'il serait prêt à accueillir un cheval avec un passé compliqué. Les propositions s'enchaînèrent. Une mère suggéra une cagnotte en ligne pour racheter légalement Étoile. Un père, architecte, se proposa de construire un abri plus permanent. L'institutrice de maternelle évoqua la possibilité d'un projet pédagogique autour du cheval. Marie observait ce déferlement de solidarité avec un mélange d'espoir et de émotion. En quelques jours à peine, Étoile était devenu bien plus qu'un simple animal égaré. Il représentait quelque chose d'important pour toute la communauté. « Il y a autre chose, dit-elle, quand le brouhaha s'apaisa. Quelque chose de plus profond que je n'arrive pas totalement à expliquer. Vous avez vu comment Étoile interagit avec les enfants, surtout avec Camille. C'est spécial. » Philippe hocha la tête. J'ai observé ce phénomène chez d'autres animaux rescapés. Ils développent parfois une sensibilité particulière, surtout envers ceux qui sont vulnérables ou différents. Comme Camille, murmura Julien Lefebvre. Tous les regards se tournèrent vers lui. Ma fille a toujours été à part, brillante mais solitaire. Depuis l'accident de sa mère il y a 2 ans, elle s'est encore plus repliée sur elle-même. Ces derniers jours sont les premiers où je la vois vraiment s'animer depuis longtemps. Un silence respectueux accueillit cette confidence. Marie se rappela soudain que Camille avait perdu sa mère dans un accident de voiture. La fillette n'en parlait jamais. « Les enfants blessés et les animaux blessés », dit doucement Philippe. « Ils se reconnaissent. Alors, nous avons une double responsabilité, » conclut Marie avec conviction. Sauver Étoile, c'est aussi préserver quelque chose de précieux pour nos enfants. La réunion se prolongea tard dans la soirée. Des équipes se formèrent là spontanément, chacune avec une mission précise. Isabelle commencerait son enquête journalistique dès le lendemain.
Julien et 2 autres parents s'occuperaient des aspects juridiques. Sophie contacterait l'inspection académique pour obtenir son soutien. Quand les participants se dispersèrent finalement, Marie resta seule avec Philippe. « Tu crois vraiment qu'on peut y arriver ?» demanda-t-elle, laissant transparaître pour la première fois son inquiétude. Le vétérinaire sourit, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu as vu ce qui s'est passé ce soir ? Une vingtaine d'adultes prêts à se battre pour un cheval qu'ils connaissent à peine. C'est le genre de magie qui se produit rarement, mais quand ça arrive... » Il ne termina pas sa phrase, mais Marie comprit. Quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire à Saint-Martin-des-Champs. Avant de rentrer chez elle, elle fit un détour par le pré. Étoile dormait paisiblement sous son abri, sa respiration formant de petits nuages dans l'air frais du soir. Elle s'approcha doucement, ne voulant pas le réveiller. « On va se battre pour toi, chuchota-t-elle. Toute une armée de ton côté maintenant. » Comme s'il l'avait entendu dans son sommeil, l'étalon poussa un petit soupir et bougea légèrement sa tête. Elle, étoile blanche sur son front brillant doucement sous la lumière de la lune. Marie sourit. Pour la première fois depuis l'arrivée des gendarmes, elle sentait un véritable espoir. Le lendemain, la mobilisation commença dès l'aube. Les enfants, sentant l'urgence de la situation, redoublèrent d'attention envers Étoile. Camille arriva avec un cahier rempli de dessins qu'elle avait réalisés pendant la nuit. Étoile galopant librement dans une prairie sans fin. « C'est son avenir », expliqua-t-elle simplement à Marie. « Je l'ai dessiné pour qu'il se réalise. » Marie serra la petite fille contre elle, émue par cette foi enfantine. Si seulement la vie était aussi simple que dans les dessins des enfants. Le bureau d'Isabelle Martin au journal La Dépêche régionale était un capharnaüm organisé de dossiers, livres et tasses de café à moitié vides. Depuis 3 jours, la journaliste vivait pratiquement dans ce petit espace encombré, multipliant les appels et les recherches sur l'abattoir de Saint-Julien-en-Genevois et son propriétaire, Victor Pelletier. Ce matin-là, elle fixait son écran avec une intensité nouvelle. Un email venait d'arriver, contenant des informations qui faisaient battre son cœur plus vite. « Je le tiens », murmura-t-elle, décrochant immédiatement son téléphone. « Marie ? C'est Isabelle. J'ai du nouveau sur notre affaire, des éléments explosifs. » 2 heures plus tard, Marie, Philippe et Isabelle étaient réunis dans la petite cuisine de cette dernière. Sur la table S étalaient des documents, des photos et des coupures de presse. Victor Pelletier a déjà été condamné 2 fois pour mauvais traitement sur animaux, commença Isabelle, pointant un article judiciaire. Des amendes modestes qu'il a payées sans sourciller. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle poussa vers eux une série de photos prises à la dérobée. Ces clichés viennent d'un ancien employé de l'abattoir. Les conditions y sont abominables, bien en deçà des normes sanitaires et éthiques européennes. Marie examina les images, le cœur au bord des lèvres, des animaux entassés dans des espaces minuscules, des sols couverts de déjections, des blessures non soignées. « C'est révoltant », murmura-t-elle. « Mais comment cela nous aide-t-il spécifiquement pour Étoile ?»« J'y viens », sourit Isabelle, sortant un dossier plus épais. J'ai fait des recherches sur le passé des Étoiles, ou chez Tonnerre, comme il s'appelait avant, et ce que j'ai découvert est fascinant. Elle étala une série d'articles sportifs et de photos d'un magnifique étalon noir en pleine course, sa silhouette élancée capturée en plein galop. Tonnerre de Montmorency, lut Marie sur l'une des coupures, vainqueur du Grand Prix de Chantilly 2016. Exactement, confirma Isabelle. Avant sa disgrâce, Étoile était un champion, l'une des étoiles montantes des courses françaises, propriété du Haras de Montmorency. Il a remporté 6 courses majeures en 2 ans. Que s'est-il passé ? Demanda Philippe, examinant attentivement les photos. Un accident pendant l'entraînement en 2017.
expliqua Isabelle. Rien d'extraordinaire, une blessure à la jambe qui aurait pu guérir complètement avec des soins appropriés. Mais le propriétaire du haras, François de Montmorency, a préféré investir dans de nouveaux chevaux plus jeunes. Tonnerre a été vendu à un centre équestre, puis revendu quand sa convalescence a pris plus de temps que prévu, et ainsi de suite, jusqu'à finir dans cette ferme industrielle avant d'être envoyé à l'abattoir. Marie secoua la tête, écœurée par cette déchéance programmée. Une fois qu'ils ne sont plus utiles, mais voici où cela devient intéressant, poursuivit Isabelle, ses yeux brillants d'excitation. J'ai retrouvé l'ancien jockey de Tonnerre, Antoine Lefebvre. Il vit maintenant près de Dijon, mais il a accepté de me parler au téléphone. Il était dévasté d'apprendre ce qui est arrivé à son ancien partenaire. Elle prit une profonde inspiration. Antoine m'a raconté que Tonnerre était un cheval exceptionnel, pas seulement pour ses performances. Il avait une intelligence et une sensibilité rares. Les entraîneurs du haras utilisèrent parfois sa présence pour calmer d'autres chevaux nerveux. Il avait cet effet apaisant, comme avec les enfants à l'école, murmura Marie, faisant immédiatement le lien. Exactement, acquiesça Isabelle. Et voici la partie vraiment importante. Antoine est prêt à témoigner que la vente de Tonnerre s'est faite dans des conditions douteuses. Il soupçonne que François de Montmorency a falsifié certains documents pour se débarrasser plus facilement du cheval après sa blessure, évitant ainsi les obligations de suivi normalement imposées aux éleveurs de chevaux de race. Philippe se redressa, soudain très attentif. Si les documents de transfert originaux sont frauduleux, alors toute la chaîne de propriété qui a suivi pourrait être contestée légalement, y compris la propriété actuelle par l'abattoir, compléta Marie, l'espoir renaissant dans sa voix. Ce n'est pas tout, ajouta Isabelle. J'ai contacté un journaliste spécialisé dans les questions de bien-être animal. Il est prêt à faire un reportage complet sur Étoile, l'abattoir, et ce qui se passe à Saint-Martin-des-Champs. Avec une bonne couverture médiatique, Pelletier et ses associés pourraient se retrouver sous les projecteurs d'une façon qu'ils n'apprécieront guère. C'est notre levier, conclut Philippe. La pression publique combinée à la menace d'une action en justice pour documents frauduleux. Marie se leva, galvanisée par ces nouvelles. Je dois retourner à l'école. Les enfants préparent une surprise pour Étoile et je leur ai promis d'être là. À l'école, l'atmosphère était à la fête. Les élèves avaient passé la matinée à confectionner guirlandes, dessins et pancartes. Une bannière colorée traversait la cour. « Sauvons Étoile !» écrit en lettres multicolores. Dans le pré, Étoile semblait avoir gagné en vigueur. Sa blessure au flanc guérissait bien, et il se déplaçait avec une aisance nouvelle. Camille, comme toujours, restait près de lui chuchotant des secrets que personne d'autre n'était autorisé à entendre. Marie s'approcha de la fillette, s'agenouillant pour se mettre à son niveau. « Que lui racontes-tu » Camille sourit, un de ces sourires rares qui illuminaient son visage habituellement si sérieux. « Je lui parle de notre avenir. Quand il sera vraiment libre et qu'il pourra rester avec nous pour toujours. Tu sembles bien sûr que ça va arriver, remarqua doucement Marie. Bien sûr, répondit Camille, avec cette certitude désarmante propre aux enfants. C était écrit. Écrit? Où ça? La petite fille caressa l'étoile blanche sur le front du cheval. Ici, c'est son destin de nous trouver. De me trouver. Quelque chose dans la conviction tranquille de Camille toucha profondément Marie. Cet enfant qui parlait si peu en classe, qui évitait les jeux collectifs et passait ses récréations à lire seul, avait trouvé en Étoile un confident, un ami qui semblait la comprendre sans mots. Camille, commença Marie, hésitante. J'ai appris des choses sur Étoile aujourd'hui, sur son passé. Tu veux que je te raconte? Les yeux de la fillette s'illuminèrent. Oh oui, je savais qu'il avait une histoire importante.
Marie s'assit dans l'herbe et raconta à Camille la carrière de Tonnerre de Montmorency, ses victoires, son accident, puis sa longue descente aux enfers. La petite fille écoutait, fascinée, sa main ne quittant jamais l'encolure de Étoile. « Alors, il était une star », murmura-t-elle quand Marie eut terminé. « Comme dans mon livre. » « Quel livre ? Le cheval noir, celui que maman me lisait avant ?» Elle s'interrompit, baissant les yeux, avant l'accident. Marie sentit son cœur se serrer. Était la première fois que Camille mentionnait spontanément sa mère disparue. C'est l'histoire d'un cheval sauvage qui devient un champion, puis se retrouve en danger et doit fuir, continua la fillette après un moment. À la fin, il trouve une petite fille qui l'aide et ils restent ensemble pour toujours. C'est une belle histoire, dit doucement Marie. Ce n'est pas juste une histoire, insista Camille, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. C'est ce qui arrive maintenant avec Étoile et moi. Marie ne sut que répondre. La coïncidence était troublante, presque mystique. Comme si le cheval avait délibérément cherché à recréer le conte qui avait marqué l'enfance de Camille. À cet instant, Étoile releva la tête, ses oreilles soudain dressées vers l'entrée du pré. Marie suivit son regard et aperçut Philippe qui approchait, accompagné d'un inconnu, un homme d'une quarantaine d'années, élancé, avec cette posture particulière des cavaliers professionnels. « Marie », appela Philippe, « je te présente Antoine Lefebvre. » Il a fait le trajet depuis Dijon dès qu'il a su pour Étoile. L'ancien jockey s'avança, son regard fixé sur l'étalon noir. Une émotion profonde traversa son visage. « Mon vieux partenaire », murmura-t-il, « je n'aurais jamais cru te revoir. » Lentement, respectueusement, il s'approcha d'Étoile. Le cheval resta immobile, évaluant cet humain du passé. Puis, dans un geste qui fit monter les larmes aux yeux de Marie, l'étalon tendit son museau et poussa doucement l'épaule d'Antoine. « Il me reconnaît », souffla le jockey, incrédule. « Après toutes ces années, il me reconnaît encore. » Camille observait la scène avec curiosité. « Vous êtes son ami d'avant ?» Antoine s'agenouilla près de la fillette. J était son partenaire de course. « Nous avons gagné beaucoup de prix ensemble. Et maintenant, vous êtes venu l'aider ?»« Oui, » répondit Antoine avec une détermination nouvelle dans la voix. « Je suis venu témoigner de qui il était et de qui il peut encore être. » La présence d'Antoine Lefebvre transforma la dynamique autour de Étoile. L'ancien jockey passait des heures avec l'étalon, partageant avec les enfants fascinés des anecdotes sur leurs exploits passés. Il avait apporté un album photo usé, rempli de coupures de presse et d'images de course où Tonnerre, désormais Étoile, brillait de mille feux. Sur cette photo, C était à Longchamp, expliquait-il à un groupe d'élèves attentifs. Il pleuvait depuis 3 jours. La piste était un vrai bourbier. Tous les autres chevaux détestaient ces conditions, mais pas lui. Il adorait les défis. « Comment saviez-vous ce qu'il aimait ?» demanda Thomas, perplexe. Antoine sourit, caressant l'encolure de l'étalon qui se tenait paisiblement à ses côtés. Quand on passe des milliers d'heures avec un animal comme lui, on développe un langage commun. Ses oreilles, sa façon de respirer, la tension dans ses muscles, tout me parlait. « Comme avec Camille », s'exclama Lucas, pointant vers la fillette qui nourrissait étoiles de pommes coupées en quartiers. L'observation innocente fit sourire Marie, qui observait la scène à distance. En effet, Camille semblait avoir développé avec l'étalon cette même communication silencieuse qu'évoquait Antoine. Ce soir-là, après le départ des enfants, Antoine resta avec Marie et Philippe près de l'enclos improvisé. L'ancien jockey avait le regard lointain, perdu dans ses souvenirs. « J'aurais dû me battre plus », dit-il soudain. « Quand ils ont décidé de le vendre après sa blessure, j'aurais dû faire quelque chose. Tu ne pouvais pas savoir comment les choses tourneraient, le rassura Philippe. Peut-être pas,
Mais je connaissais François de Montmorency, son obsession du profit, sa façon de traiter les chevaux comme de simples investissements. Antoine serra les poings. Quand Tonnerre s'est blessé, François a immédiatement calculé s'il valait la peine d'investir dans sa rééducation ou s'il était plus rentable de le remplacer. Et maintenant, tu es là, souligna Marie. Tu peux encore faire une différence. Antoine hocha la tête, une détermination nouvelle brillant dans ses yeux. J'ai contacté plusieurs anciens collègues du monde hippique. Des gens qui se souviennent de Tonnerre, qui respectent ce qu'il a accompli. Certains sont prêts à témoigner des pratiques douteuses de Montmorency. Parfait, approuva Philippe. Plus nous rassemblons d'alliés, mieux c'est. Il y a autre chose, ajouta Antoine, baissant la voix bien qu'ils fussent seuls. Je crois que François a falsifié plus que les documents de transfert. J'ai des raisons de penser qu'il a déclaré Tonnerre comme irrécupérable pour l'assurance, tout en sachant parfaitement que sa blessure pouvait guérir. Une fraude à l'assurance ? Marie écarquilla les yeux. Ça expliquerait pourquoi il était si pressé de s'en débarrasser et pourquoi il a pu le vendre à un prix dérisoire, avec des documents minimisant son potentiel de rétablissement, compléta Philippe. Ah, si nous pouvions prouver cela, je travaille dessus, assura Antoine. J'ai encore des contacts au Haras, des gens qui étaient là quand tout s'est passé. Un hennissement doux d'étoiles interrompit leur conversation. Elle et Talon avaient relevé la tête, ses oreilles pointées vers l'entrée du pré. Quelques secondes plus tard, ils entendirent le crissement de pneus sur le gravier. « Attendez-vous quelqu'un » demanda Antoine, soudain tendu. Marie secoua la tête, déjà debout et prête à intercepter le visiteur imprévu. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Une silhouette élégante émergea de l'ombre. Un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume sur mesure, une canne à pommeau d'argent à la main malgré sa démarche assurée. François de Montmorency, souffla Antoine, incrédule. L'homme s'arrêta à quelques mètres d'eux, son regard hautain balayant l'installation modeste avant de se fixer sur « elle les talons noirs ». « Alors c'est donc vrai », dit-il d'une voix cultivée où perçait une pointe d'accent aristocratique. Mon ancien champion vit ses derniers jours dans une école de campagne. Quelle fin pittoresque. Ces derniers jours, répéta Marie, immédiatement sur la défensive. Qu'est-ce que cela signifie ? François lui adressa un sourire condescendant. Mademoiselle, je ne crois pas avoir eu le plaisir. Marie Dubois. Je suis l'institutrice de cette école. Charmant. Et vous vous improvisez désormais experte en chevaux de course ? Non, mais je reconnais la souffrance quand je la vois, répliqua-t-elle fermement. Étoile, Tonnerre, a trouvé refuge ici après s'être échappé d'un abattoir où il avait été envoyé suite à une série de transactions douteuses qui ont commencé avec vous. François parut amusé par sa franchise. Je vois qu'Antoine vous a raconté sa version des faits. Toujours aussi sentimental, mon cher ? Antoine fit un pas en avant, le visage durci par la colère contenue. Je t'ai vu falsifier les documents d'évaluation médicale, François. J'y étais là quand le vétérinaire a dit que Tonnerre pourrait récupérer complètement avec 6 mois de soins appropriés. Des accusations graves, répondit François sans se départir de son calme. Et totalement infondées, bien entendu. Que faites-vous ici ? Intervint Philippe, sentant la tension monter. François tapota sa canne sur le sol. J'ai entendu parler de cette situation par un ami journaliste. Une histoire potentiellement embarrassante pour le monde équestre, n'est-ce pas ? Un ancien champion retrouvé in extremis avant l'abattoir, sauvé par des écoliers, très touchant, très médiatique. Et cela vous inquiète ? Demanda Marie, percevant le véritable motif derrière cette visite inattendue. Disons que je préfère éviter certaines complications. Les projecteurs ont tendance à éclairer des zones que certains préféreraient laisser dans l'ombre.
Comme la fraude à l'assurance, lança Antoine. Le sourire de François vacilla légèrement. Je suis venu faire une proposition, pas échanger des accusations stériles. Quel genre de proposition? Demanda Marie, méfiante. Simple, je rachète Tonnerre. Prix raisonnable, transaction discrète. Je m'assure qu'il finit ses jours confortablement dans un pré. Vous n'avez pas le droit de l'acheter, objecta Philippe. Vous ne êtes plus son propriétaire. Un détail administratif facile à résoudre. J'ai encore de l'influence dans ce milieu. Marie, Antoine et Philippe échangèrent des regards. La proposition était inattendue et, à première vue, semblait résoudre leurs problèmes immédiats. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de François éveillait leur méfiance. « Pourquoi maintenant ?» demanda Marie. « Pourquoi vous souciez soudainement du bien-être d'un cheval que vous avez abandonné il y a des années ?» François soupira, comme ennuyé par ces questions. « Disons que j'ai une réputation à préserver. Cette histoire pourrait créer des malentendus regrettables. »« Des malentendus ou la vérité ?» insista Antoine. Un éclair de colère traversa le regard de l'aristocrate. « Fais attention, Antoine, ne t'aventure pas sur ce terrain. »« Ou quoi ?» Le jockey ne recula pas. « Tu as ruiné ma carrière quand j'ai commencé à poser trop de questions. Qu'est-ce que tu peux me faire de plus ?» Marie observait cet échange avec une inquiétude croissante. Les enjeux semblaient soudain dépasser largement le sort d'un seul cheval. À cet instant, un mouvement attira son attention. Étoile, qui était restée étrangement calme depuis l'arrivée de François, s'approchait lentement de la clôture. Ses oreilles étaient plaquées en arrière, son corps tendu comme un arc. « Ah, il me reconnaît », commenta François avec un sourire satisfait. « Nous avons partagé bien des victoires, n'est-ce pas, mon beau ?» Mais l'attitude des étoiles n'avait rien d'amical. Un frémissement parcourait son corps puissant et ses naseaux dilatés exprimaient une émotion que Marie n'avait jamais vue chez lui auparavant, pas même face à Mercier de l'abattoir. C'est était de la peur mêlée de rage. « Je ne crois pas qu'il associe votre présence à des souvenirs positifs », observa-t-elle froidement. François haussa les épaules. « Les animaux ont une mémoire sélective, comme les hommes. Ou peut-être se souvient-il parfaitement de la façon dont vous l'avez traité après sa blessure, suggéra Antoine. Les coups de cravache quand il ne pouvait plus galoper comme avant. » Un silence glacial s'abattit sur le groupe. François fixa Antoine avec une intensité menaçante. « Tu mens. J était là, » répondit simplement le jockey. « Et je ne suis pas le seul témoin. » François recula d'un pas, recalculant visiblement sa stratégie. « Ma proposition tient jusqu'à demain midi. Après, je ne pourrai plus rien pour vous, ni pour lui. » Sur ces mots, il tourna les talons et retourna vers sa voiture, une Bentley rutilante qui semblait déplacée sur le petit parking de l'école rurale. « C était une menace ?» demanda Marie quand le véhicule eut disparu. « Sans aucun doute, » confirma Antoine. « François n'abandonne jamais. S'il est venu en personne, c'est qu'il se sent vraiment menacé par cette affaire. »« Mais pourquoi ?» insista Marie. « Après toutes ces années, pourquoi s'inquiéter d'un seul cheval ?» Philippe, qui était resté silencieux pendant l'échange, prit finalement la parole. « Ce n'est pas juste le cheval, n'est-ce pas, Antoine ?» C'est ce que son histoire pourrait révéler sur les pratiques du milieu équestre. Antoine acquiesça lentement. Le cas de Tonnerre n'est que la partie visible de l'iceberg. François et d'autres grands propriétaires, il y a un système entier derrière tout ça. Assurance frauduleuse, maltraitance dissimulée, chevaux déclarés inaptes puis revendus illégalement à l'étranger. Un réseau, murmura Marie, comprenant soudain l'ampleur de ce qu'ils avaient involontairement mis au jour. Exactement. Et si cette histoire attire trop l'attention? Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Le danger devenait soudain plus tangible, plus personnel. Nous devons être prudents.
conclut Philippe. Mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. Marie jeta un regard vers Étoile, qui s'était calmé mais restait vigilant, comme s'il sentait encore la présence de son ancien propriétaire dans l'air du soir. « Non !» dit-elle avec une détermination renouvelée. « Nous ne reculerons pas. » Trop de personnes comptent sur nous maintenant. Elle pensait aux enfants, à Camille particulièrement, mais aussi à Étoile lui-même et à tous ces chevaux anonymes pris dans le même système d'exploitation. Ce qui avait commencé comme le sauvetage d'un animal en détresse était devenu une bataille contre quelque chose de bien plus vaste et pernicieux. Et pour la première fois, Marie prenait pleinement conscience des risques qu'ils prenaient tous. Le lendemain matin, Saint-Martin-des-Champs S éveilla dans une effervescence inhabituelle. La dépêche régionale avait publié en première page l'article d'Isabelle Martin, accompagné d'une photo saisissante de Étoile entourée d'enfants dans le pré de l'école. Le titre S étalait en caractères gras « Scandale équestre », un champion de course sauvé de l'abattoir par des écoliers. Marie découvrit le journal sur le pas de sa porte et le lut avidement en préparant son café. Isabelle n'avait pas fait les choses à moitié. L'article retraçait minutieusement l'histoire d'Étoile, de ses succès sur les hippodromes à sa fuite désespérée de l'abattoir, en passant par les transactions douteuses qu'il y avait conduit. Sans nommer directement François de Montmorency, elle évoquait clairement un grand propriétaire de haras aux pratiques éthiquement questionnables. Le témoignage d'Antoine était cité longuement, ainsi que celui de Philippe sur l'état de santé du cheval à son arrivée. Mais ce qui toucha Marie au cœur, ce furent les paragraphes consacrés aux enfants et à leur relation avec l'étalon. Dans une époque où les liens entre humains et animaux semblent de plus en plus distendus, écrivait Isabelle, les élèves de Saint-Martin-des-Champs nous offrent une leçon d'empathie et de détermination. Pour eux, Étoile n'est pas un simple animal, mais un être sensible dont la vie a autant de valeur que celle de n'importe lequel d'entre nous. Une citation de Camille clôturait l'article. « Il nous a choisis parce qu'il savait qu'on l'aimerait. » Et maintenant, c'est notre tour de le protéger. Son téléphone sonna alors qu'elle terminait sa lecture. C était Isabelle. « Tu as vu ?» demanda la journaliste, excitée. « Je viens de finir. C'est magnifique, Isabelle. Puissant, émouvant et déjà viral, compléta son ami. L'article a été repris par 3 quotidiens nationaux ce matin. J'ai reçu des appels de chaînes de télévision. Cette histoire touche une corde sensible. Marie sentit un mélange d'espoir et d'appréhension. François de Montmorency ne va pas apprécier cette publicité. C'est le but, répondit Isabelle. Plus cette affaire sera médiatisée, moins il pourra agir dans l'ombre. C'est sa plus grande faiblesse, sa réputation. J'espère que tu as raison. Fais-moi confiance. Au fait, prépare-toi. Une équipe de France 3 sera à l'école vers midi pour un reportage. Marie raccrocha, partagée entre excitation et nervosité. L'article d'Isabelle était une arme puissante dans leur lutte pour sauver Étoile, mais elle redoutait les conséquences de cette soudaine exposition médiatique pour l'école, pour les enfants et pour elle-même. En arrivant à l'école, elle constata que la nouvelle S était déjà répandue comme une traînée de poudre. Des parents discutaient avec animation devant le portail, l'article à la main. Certains l'accueillirent avec des félicitations enthousiastes, d'autres semblaient plus réservés. Madame Moreau, la directrice, l'attendait dans le couloir, son expression indéchiffrable. « Marie, dans mon bureau, s'il te plaît !» La jeune institutrice la suivit, anticipant une réprimande pour avoir exposé l'école à cette attention médiatique sans autorisation préalable. « Ferme la porte », demanda Sophie Moreau une fois à l'intérieur. Puis, à la grande surprise de Marie, un sourire illumina son visage habituellement sévère. « Bien joué. »« Pardon. » L'article. C'est exactement ce dont nous avions besoin. L'inspecteur académique a appelé ce matin. Il est ravi de la publicité positive pour l'école.
Il parle même d'utiliser notre expérience comme modèle pédagogique pour d'autres établissements. Marie se laissa tomber sur une chaise, soulagée. J'avais peur que vous soyez en colère. Pourquoi? Parce que mes élèves montrent compassion et détermination. Parce qu'ils apprennent plus en une semaine avec ce cheval que dans un mois de cours ordinaire? Sophie secoua la tête. Je suis éducatrice, Marie. Je reconnais une opportunité pédagogique exceptionnelle quand j'en vois une. Un coup à la porte interrompit leur conversation. C était Antoine, l'air préoccupé. Désolé de vous déranger, mais nous avons un problème. Bernard Mercier de l'abattoir est de retour, avec un avocat cette fois. Marie se leva d'un bond. Les délais ne sont pas écoulés. Ils disent que l'article constitue une diffamation et exige la restitution immédiate du cheval. Sophie Moreau se redressa, soudain l'incarnation même de l'autorité. Ils sont sur la propriété de l'école sans mon autorisation. Non, ils attendent à l'entrée. Le gardien les a arrêtés. Bien. Allons voir ce qu'ils veulent exactement. Les trois adultes se dirigèrent vers le portail principal où Bernard Mercier, flanqué d'un homme en costume gris, attendait avec impatience. En les voyant approcher, il pointa un doigt accusateur vers Marie. « Vous avez fait publier des mensonges. Mon avocat prépare une action en diffamation contre vous et ce journal. » Sophie s'avança, imposant sa présence. « Monsieur, vous êtes devant un établissement scolaire. Je vous prierai de modérer votre ton et vos accusations. » L'homme en gris posa une main apaisante sur le bras de Mercier. « Bernard, laisse-moi gérer cela. » Il se tourna vers Sophie. « Maître Duval, avocat de l'abattoir de Saint-Julien en Genevois. Nous venons simplement récupérer un bien appartenant légalement à mon client. » « Un bien ?» répéta Marie, incapable de contenir son indignation. « Nous parlons d'un être vivant qui porte encore les marques de mauvais traitements infligés dans votre établissement. Mademoiselle Dubois, n'est-ce pas ?» Maître Duval sortit l'article de sa serviette. « Vos accusations sont graves et potentiellement préjudiciables à l'activité de mon client. Sans compter que vous détenez illégalement un animal qui ne vous appartient pas. Concernant la propriété de ce cheval, intervint Antoine, j'ai des raisons de croire que les documents présentés par votre client sont liés à une chaîne de transactions frauduleuses. » L'avocat haussa un sourcil. « Des accusations sans preuve. Encore une fois, les preuves arrivent, » assura Antoine. En attendant, je vous rappelle que le lieutenant Moreau a accordé un délai d'1 semaine pour vérifier la légalité des documents. Ce délai n'est pas encore écoulé. Maître Duval consulta sa montre avec une moue contrariée. « Très bien. Nous respecterons ce délai par pure courtoisie. Mais sachez que si le cheval n'est pas remis à mon client vendredi, nous reviendrons avec une ordonnance du tribunal et des forces de l'ordre. » « Nous verrons bien, » répondit calmement Sophie. « Maintenant, je vous demanderai de quitter les abords de mon établissement. Vos éclats de voix perturbent mes élèves. » Mercier semblait prêt à répliquer, mais son avocat l'entraîna vers leur voiture. Avant de partir, Maître Duval se retourna une dernière fois. « Une dernière chose. Nous avons appris qu'une équipe de télévision devait venir filmer ici aujourd'hui. Je vous conseille vivement de reconsidérer cette exposition médiatique qui pourrait être interprétée comme une tentative d'influencer une affaire en cours. » Marie échangea un regard inquiet avec Antoine, tandis que les deux hommes éloignaient. « Ils sont au courant pour le reportage, » murmura-t-elle. « Comment est-ce possible? Ils ont probablement des contacts au journal, » suggéra Antoine. « Ou alors François de Montmorency les a prévenus, » compléta Sophie, ce qui signifierait que ces deux affaires sont liées. Cette perspective était troublante. S'ils affrontaient une alliance entre l'abattoir et le puissant propriétaire de haras, leur combat prenait une dimension encore plus intimidante. Ils furent interrompus par des cris d'enfants venant du pré. «
Pas des cris de peur ou de détresse, réalisa Marie avec soulagement, mais des exclamations joyeuses. En se retournant, elle comprit pourquoi. Pour la première fois depuis son arrivée, Étoile galopait librement dans l'enclos. Sa foulée haine n'était pas encore parfaitement fluide. Sa vieille blessure à la jambe laissait une légère asymétrie dans son mouvement. Mais la puissance et la grâce de l'ancien champion étaient indéniables. Les enfants, massés le long de la clôture, l'encourageaient comme une foule dans un hippodrome. Au centre du pré, Camille observait la scène avec un sourire serein, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait. Antoine s'approcha de Marie, ému par ce spectacle. « C'est la première fois que je le vois galoper depuis l'accident », murmura-t-il. « Je pensais ne jamais revoir ça. Il guérit », dit simplement Marie. « Pas seulement physiquement », nota Antoine. « Regarde ses yeux, son port de tête. » La peur s'efface, la confiance revient. Marie observa plus attentivement les talons qui ralentissaient maintenant son galop, s'ébrouant avec ce qui ressemblait étrangement à de la joie. Antoine avait raison. Ce N était plus l'animal terrifié qui s'était effondré près du ruisseau une semaine plus tôt. Camille vint à leur rencontre, ses yeux brillants d'excitation. « Vous avez vu ? Il m'a montré qu'il pouvait encore courir. »« Tu lui as demandé de courir ?» s'étonna Marie. La fillette secoua la tête. « Pas avec des mots. Je lui ai juste montré les images dans ma tête. Lui, courant libre, comme avant. Et il a compris. » Marie et Antoine échangèrent un regard. La connexion entre Camille et Étoile défiait toute explication rationnelle, mais son existence était indéniable. « Camille, » dit doucement Marie, « des personnes de la télévision vont venir aujourd'hui pour parler des étoiles. Ils voudront probablement te poser des questions. Est-ce que ça te va ?» La petite fille réfléchit un instant. « Ils veulent nous aider à le sauver ? Je crois, oui. Alors je leur parlerai. » Elle se tourna vers Antoine. « Est-ce que vous leur raconterez comment il était un champion avant ?»« Bien sûr, » promit l'ancien jockey. « Je leur montrerai même les photos de ses victoires. » Camille hocha la tête avec satisfaction. « C'est important qu'ils sachent qui il est vraiment. Pas juste un cheval, mais étoile. » Cette simple phrase, prononcée avec la conviction absolue d'une enfant de 10 ans, résumait parfaitement l'essence de leur combat. Ils ne se battaient pas seulement pour sauver un animal de l'abattoir, ils luttaient pour la reconnaissance de son individualité, de sa valeur intrinsèque au-delà de son utilité ou de sa rentabilité. Marie regarda sa montre. Elle, équipe de télévision, arriverait dans moins de 2 heures. D'ici là, elle devait préparer ses élèves, coordonner avec Philippe et Isabelle et surtout tenter de contrôler sa propre anxiété. L'attention médiatique était à double tranchant, leur meilleure arme, mais aussi leur plus grande vulnérabilité. « Venez », dit-elle finalement, « nous avons du travail. » Elle, équipe de France 3, arriva peu avant midi. Un journaliste, un caméraman et une assistante de production. Marie les accueillit avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Laurent Dupré, le journaliste, était un homme d'une 40aine d'années au regard vif et au sourire rassurant. « Merci de nous recevoir, mademoiselle Dubois, » dit-il en serrant sa main. « Cette histoire a touché beaucoup de nos téléspectateurs. Les réseaux sociaux s'enflamment depuis la publication de l'article ce matin. » Marie conduisit l'équipe vers le pré où Étoile, comme s'il sentait l'importance du moment, se tenait majestueusement près de Camille. Les autres enfants, briefés par leur maîtresse sur l'importance de rester calmes et organisés, attendaient sagement à distance. « Voilà donc notre star », sourit Laurent en observant elle et Talon Noir. « Il est magnifique. » « Il l'est encore plus en mouvement, » intervint Antoine, qui les avait rejoints. « Vous auriez dû le voir ce matin, galopant comme à l'époque de ses victoires. » Le journaliste sembla immédiatement intéressé par Antoine. « Vous êtes son ancien jockey, c'est ça? Celui cité dans l'article? »« Oui, Antoine Lefebvre. »
Parfait, nous commencerons par une interview avec vous, si vous le permettez. Votre témoignage est crucial pour établir le contraste entre la gloire passée d'Étoile et ce qui a failli lui arriver. Pendant que l'équipe technique s'installait, Marie observait Camille qui murmurait quelque chose à l'oreille d'Étoile, sa petite main caressant doucement l'encolure de l'animal. « Elle est extraordinaire avec lui », remarqua Laurent, suivant son regard. « C'est la petite fille mentionnée dans l'article ? Celle qui a dit qu'il les avait choisis ?» Marie acquiesça. Camille a développé un lien très spécial avec Étoile. C'est difficile à expliquer. J'aimerais l'interviewer aussi, si elle est d'accord. Elle l'est, assura Marie. Mais je vous demanderai d'être doux. Camille a perdu sa mère il y a 2 ans et c'est une enfant sensible. Le tournage commença par une présentation générale de l'école et du contexte de l'arrivée d'Étoile. Les élèves, excités mais disciplinés, racontèrent comment ils avaient trouvé le cheval blessé et effrayé. Philippe expliqua son état de santé initial et sa remarquable récupération. Antoine, filmé près de l'enclos avec Étoile en arrière-plan, évoqua avec émotion les années de gloire du champion, puis les circonstances troubles de sa vente après sa blessure. « J'ai des preuves solides que les documents de transfert ont été falsifiés », affirma-t-il devant la caméra. Tonnerre, désormais Étoile, n'aurait jamais dû finir dans un circuit d'exploitation qui le destinait à l'abattoir. Sa blessure était soignable et il le prouve aujourd'hui par sa récupération remarquable. Puis vint le moment que Marie redoutait et attendait à la fois, l'interview de Camille. La fillette s'assit sur un banc avec Étoile, qui se tenait paisiblement derrière elle, comme un gardien attentif. « Camille, peux-tu me raconter comment tu as rencontré Étoile ?» demanda Laurent avec douceur. « C'est moi qui l'ai vu en premier », répondit-elle de sa voix claire. Il était couché près du ruisseau, blessé et très fatigué, mais ses yeux disaient qu'il n'avait pas abandonné. « Et comment as-tu su qu'il s'appelait Étoile ?» Camille caressa la marque blanche sur le front du cheval. « C'est écrit là. Tout le monde l'appelait Tonnerre avant, mais ce N n'était pas son vrai nom. Son vrai nom était caché, comme un secret qu'il gardait jusqu'à ce qu'il trouve les bonnes personnes. » Laurent, visiblement touché par la sagesse innocente de l'enfant, poursuivit. « Et pourquoi penses-tu qu'il est venu spécialement dans votre école ? » « Parce qu'il savait qu'on comprendrait, » répondit Camille avec une conviction absolue. « Les adultes, ils voient juste un cheval. Nous, on voit qui il est vraiment. On voit sa peur, sa tristesse, mais aussi son courage. Il avait besoin de gens qui verraient tout ça. » Marie, qui observait l'interview à distance, sentit son cœur se serrer. Les paroles simples mais profondes de Camille capturaient parfaitement l'essence de leur combat. Le tournage se poursuivit jusqu'au milieu de l'après-midi. Alors que l'équipe rassemblait son matériel, Laurent s'approcha de Marie. « Ce sera diffusé ce soir au journal régional de 19h, puis probablement repris au national de 20h, vu l'intérêt que suscite cette histoire. Je ne devrais pas vous le dire, mais... » Il baissa la voix. « Mon rédacteur en chef a déjà reçu des appels de personnes très haut placées tentant de bloquer ce reportage. » Marie frissonna. « Des personnes liées à François de Montmorency. »« Probablement, mais ne vous inquiétez pas, nous ne cédons pas à ce genre de pression. » Il lui tendit sa carte. « Appelez-moi si vous avez du nouveau. » Je sens que cette histoire ne fait que commencer. À peine l'équipe de télévision partie, le téléphone de l'école se mit à sonner sans interruption. Des journaux nationaux, des associations de protection animale, des passionnés de équitation. Tous voulaient en savoir plus sur Étoile. Marie dut demander à Sophie de filtrer les appels. La situation devenait ingérable. En fin d'après-midi, alors que les élèves rentraient chez eux, Marie remarqua une voiture inconnue stationnée à distance de l'école. À l'intérieur,
un homme prenait des photos avec un téléobjectif. Son instinct lui souffla que ce N n'était pas un journaliste. Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. Urgent. François a déposé une plainte pour diffamation. Il exige une rétractation publique de l'article et du reportage. Réunion d'urgence ce soir, 20h chez Philippe. Marie serra le téléphone dans sa main, le cœur battant. La bataille prenait une tournure plus agressive et le temps jouait contre eux. Le délai accordé par le lieutenant Moreau expirerait dans 2 jours et maintenant François employait les grands moyens pour faire taire leurs mouvements. Elle leva les yeux vers le pré où Étoile broutait paisiblement, inconscient du tumulte qu'il avait déclenché. La lumière dorée du soir baignait sa silhouette d'une aura presque mythique. « Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle, je ne les laisserai pas te reprendre. » La cuisine de Philippe était devenue leur quartier général improvisé. Ce soir-là, ils étaient tous réunis autour de la grande table en chêne. Marie, Antoine, Isabelle, Sophie, Julien Lefebvre et 2 parents d'élèves particulièrement impliqués. L'atmosphère était tendue, chargée d'urgence. « Voici la lettre de l'avocat de François, » dit Antoine, poussant le document au centre de la table. Il exige non seulement une rétractation publique, mais aussi des excuses formelles et une compensation financière pour atteinte à sa réputation. Classique manœuvre d'intimidation. Il bluffe, affirma Isabelle. Mon article est solide sur le plan factuel. J'ai vérifié chaque information, cité mes sources, et toujours utilisé le conditionnel pour les aspects non confirmés. Ce n'est pas qu'une question juridique, intervint Julien. François utilise son influence pour exercer une pression sur tous les fronts. J'ai appris qu'il a contacté personnellement l'inspecteur académique cet après-midi. Sophie pâlit. Mais pour dire quoi? Pour s'inquiéter de la sécurité des enfants, en présence d'un cheval potentiellement dangereux dans une école, et suggérer que certains enseignants utilisent leurs élèves à des fins médiatiques personnelles. Tous les regards se tournèrent vers Marie, qui sentit son estomac se nouer. Il essaie de me faire écarter du dossier. Il essaie de nous diviser, corrigea Philippe. C'est une tactique classique, isoler les individus pour affaiblir le groupe. Marie se frotta les tempes, épuisée. Le reportage télévisé avait été diffusé comme prévu, générant une vague de soutien, mais aussi intensifiant la pression sur eux. Son téléphone n'avait cessé de vibrer toute la soirée. « Et l'abattoir » demanda-t-elle. « Des nouvelles ?»« Le lieutenant Moreau m'a appelé » répondit Philippe. Mercier et son avocat font pression pour récupérer Étoile dès l'expiration du délai, c'est-à-dire après-demain. Ils ont même déjà obtenu une ordonnance d'un juge trop pressé. « Sur quelle base ?» s'indigna Sophie. « Propriété privée et préjudice commercial. Du solide, malheureusement. » Un silence lourd s'abattit sur le groupe. Leur combat, malgré le soutien médiatique et populaire croissant, se heurtait à la dure réalité du système juridique et des influences politiques. Ils vont venir le chercher après-demain. Alors, la voix de Marie tremblait légèrement. « Pas si nous trouvons une solution d'ici là, » répondit Antoine, déterminé. « Et j'y travaille. Mon contact au haras de Montmorency a promis de m'envoyer des copies des documents originaux concernant la vente de Tonnerre. S'il diffère de ceux présentés par François, nous aurons une preuve de falsification. C'est une course contre la montre, » murmura Isabelle. Pendant ce temps, mon rédacteur en chef subit des pressions pour ne plus couvrir cette affaire. Des annonceurs importants menacent de retirer leur publicité. Marie se leva brusquement, incapable de rester assise plus longtemps. Tout cela pour un seul cheval. Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi tant de peur de ce que pourrait révéler cette histoire? Parce que ce n'est pas qu'un cheval, répondit doucement Philippe. C'est un symbole de tout un système qui préfère rester dans l'ombre. Le téléphone de Marie vibra à nouveau. Elle voulut l'ignorer, mais quelque chose la poussa à regarder. Était un message de Camille, envoyé depuis le téléphone de son père. « Étoile est agitée.
Il sent que quelque chose ne va pas. Je peux venir à l'école cette nuit pour rester avec lui? Marie montra le message à Julien, qui fronça les sourcils. Elle était censée dormir. Elle s'inquiète, dit Marie. Et honnêtement, je la comprends. Je peux l'emmener à l'école un moment, proposa Julien, juste pour qu'elle vérifie qu'il va bien et se rassure. Je viens avec vous, décida Marie. Je ne serai pas tranquille non plus sans avoir vu Étoile. 20 minutes plus tard, ils arrivaient à l'école plongés dans l'obscurité. Marie remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. La barrière du pré était ouverte, et dans la pénombre, elle distinguait des silhouettes qui s'agitaient. « Attendez dans la voiture !» ordonna-t-elle à Julien et Camille, le cœur battant. « Non !» protesta la fillette. « Étoile a besoin de moi. » Avant que quiconque puisse l'arrêter, Camille bondit hors du véhicule et courut vers le pré. Marie et Julien la suivirent en hâte. Ce qu'ils découvrirent les glaça d'effroi. 3 hommes tentaient de faire monter Étoile dans un van de transport équin. Elle, Étalon, se débattait, hennissant de terreur, tandis que les hommes utilisaient des cordes et une cravache pour le forcer à avancer. « Arrêtez !» hurla Marie. « Que faites-vous » Les hommes se figèrent un instant, surpris par cette interruption. L'un d'eux, que Marie reconnut comme un employé de l'abattoir, lui lança un regard mauvais. « On récupère ce qui nous appartient. L'ordonnance a été avancée. »« C'est impossible, » protesta Julien. « Le délai n'expire que dans 2 jours. »« Voyez ça avec le juge, » ricana l'homme. « On a nos papiers en règle ?» À cet instant, Camille élança vers Étoile, ignorant le danger. « Laissez-le tranquille. » Camille. « Non !» cria Marie, terrifiée. Mais contre toute attente, les hommes reculèrent. Elle, Étalon, apercevant la fillette, se calma instantanément. Avec une force surprenante, Camille arracha les cordes des mains des ravisseurs et se plaça protectivement devant l'animal. « Il ne veut pas partir », déclara-t-elle avec une autorité étonnante pour son âge. « Et vous n'avez pas le droit de lui faire du mal. » Marie sortit son téléphone et composa le numéro du lieutenant Moreau. « Police, vite !» Puis celui de Philippe. « Venez à l'école, ils essaient de prendre Étoile. » Les hommes hésitaient, déstabilisés par cette résistance inattendue et par la mention de la police. L'un d'eux jeta un regard nerveux vers la route. « On reviendra », lança-t-il finalement, avec plus d'hommes et des ordres plus clairs. Ils reculèrent vers leur véhicule, abandonnant temporairement leur tentative. Marie s'empressa de photographier leur camionnette et la plaque d'immatriculation du van avant qu'ils ne disparaissent dans la nuit. Camille, toujours auprès d'Étoile, pleurait silencieusement, ses petites mains enfouies dans la crinière du cheval. Elle, Étalon, tremblait, mais restait remarquablement calme sous le contact de l'enfant. « Il voulait l'emmener », sanglota-t-elle. « Il avait si peur. » Marie s'agenouilla près d'elle, englobant l'enfant et le cheval dans son regard. « Comment as-tu su qu'il avait besoin d'aide ?»« Je l'ai vu dans mon rêve », répondit simplement Camille. « Il m'appelait. » Julien échangea un regard stupéfait avec Marie. Cette connexion inexplicable entre sa fille et l'animal défiait toute logique, mais il ne pouvait nier son existence. Des phares illuminèrent de soudain l'entrée de l'école. Philippe arrivait, suivi de près par la voiture du lieutenant Moreau. Bientôt, tout le groupe était réuni dans le pré, évaluant la situation avec une gravité nouvelle. « C'est était illégal », confirma le lieutenant après avoir examiné la copie de l'ordonnance que les hommes avaient laissée sur place. La date a été modifiée. C'est un faux. Ils deviennent désespérés, observa Antoine, ce qui signifie qu'ils ont peur de ce que nous pourrions découvrir ou révéler. Nous ne pouvons plus laisser Étoile sans surveillance, décida Philippe. Pas une minute. Je reste cette nuit, déclara Marie sans hésitation. Je camperai ici s'il le faut. Je reste aussi, affirma Camille, accrochée à Étoile comme si sa vie en dépendait. Personne n'eut le cœur de refuser. Il était évident que le Étalon ne se calmerait qu'en présence de la petite fille.
Alors que le groupe organisait une surveillance par rotation pour les jours à venir, Marie contempla Étoile et Camille dans la lueur des phares. Leur lien transcendait l'entendement, mais il était devenu leur plus grand espoir dans cette bataille qui semblait chaque jour plus désespérée. Le compte à rebours avait commencé. Ils n'avaient plus que 36 heures pour sauver Étoile, légalement ou par d'autres moyens. L'aube pointait à peine sur Saint-Martin-des-Champs, baignant le pré de l'école d'une lumière dorée. Marie, les yeux cernés après une nuit de veille, observait Camille qui dormait paisiblement contre le flanc de Étoile. Elle, Étalon, remarquablement, était resté immobile toute la nuit, comme conscient de sa précieuse charge. Une voiture s'engagea dans l'allée de École. Marie se leva sur le qui-vive, mais se détendit en reconnaissant Antoine. Son expression, cependant, la fit immédiatement s'inquiéter à nouveau. « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à voix basse pour ne pas réveiller Camille. Antoine tendit une enveloppe froissée. « Mon contact au Hara m'a finalement envoyé les documents. Je les ai reçus ce matin par courrier spécial. » Marie ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de certificats vétérinaires et de documents de transfert, tous datant de 2017. « Regarde la différence », indiqua Antoine, pointant des sections surlignées en jaune. Sur le document original, le vétérinaire certifie que la blessure est temporaire et que 6 mois de convalescence devraient permettre une récupération complète. Sur la copie transmise aux acheteurs suivants, cette partie a été modifiée en lésion permanente et inapte à toute activité équestre future. Une falsification manifeste, murmura Marie, son cœur s'accélérant. C'est la preuve dont nous avions besoin. Ce n'est pas tout, continua Antoine. Le dernier transfert, celui vers l'abattoir, porte une signature qui ne correspond pas à celle du propriétaire précédent. J'ai contacté cet homme hier soir. Il jure n'avoir jamais vendu Tonnerre à un abattoir. Il pensait l'avoir cédé à un centre de retraite pour chevaux en Normandie. Alors toute la chaîne de propriété est frauduleuse ? Exactement. Et j'ai bien l'intention de le prouver devant un juge aujourd'hui même. Camille S. éveilla, frottant ses yeux ensommeillés. Qu'est-ce qui se passe ? Marie s'agenouilla près d'elle, incapable de contenir son sourire. De bonnes nouvelles, ma chérie. Nous avons peut-être trouvé un moyen de sauver Étoile légalement. Le visage de la fillette s'illumina. Je le savais. Je l'ai vu dans mon rêve cette nuit. Étoile courait dans un grand pré vert, et il était heureux. Antoine et Marie échangèrent un regard. Les visions de Camille devenaient troublantes à force de se réaliser. La matinée passa dans une frénésie d'activité. Antoine partit avec les documents pour rencontrer un avocat spécialisé en droit animal, recommandé par une association de protection équine. Philippe examina Étoile, confirmant que sa récupération progressait remarquablement. Isabelle arriva avec un journaliste et un photographe d'un grand quotidien national, déterminé à amplifier encore la couverture médiatique. À midi, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. François de Montmorency donnait une conférence de presse à 14 heures dans un hôtel de luxe à Annecy. Le sujet annoncé, clarification concernant l'affaire du cheval de Saint-Martin-des-Champs. Il contre-attaque, analysa Isabelle, parcourant nerveusement le communiqué de presse. Car il va probablement nier toute implication et tenter de retourner l'opinion publique. Ou proposer un compromis qui sauverait sa réputation tout en nous donnant partiellement satisfaction, suggéra Philippe. Quoi qu'il en soit, nous devons y être, décida Marie, tous ensemble, pour montrer notre détermination. Je viens aussi, déclara Camille, qui avait écouté silencieusement. Julien, qui venait d'arriver, secoua la tête. C'est une affaire d'adulte, ma puce. Et tu as école cet après-midi. Mais papa, Étoile aura besoin de moi. S'il n'est pas avec moi, il aura peur. Un silence gêné s'installa.
Personne n'osait contredire ouvertement la fillette, mais l'idée d'emmener une enfant de 10 ans dans ce qui promettait d'être une confrontation tendue semblait imprudente. C'est Sophie Moreau qui trancha la question, avec son autorité naturelle de directrice. Elle, école, fera une sortie pédagogique exceptionnelle cet après-midi. Une leçon d'éducation civique sur le terrain, pour observer comment les citoyens peuvent se mobiliser pour une cause juste. À 14 heures précises, l'élégante salle de conférence de l'Hôtel Royal d'Annecy était comble. Journalistes, caméras de télévision et curieux se pressaient pour assister à ce qui promettait d'être un moment décisif dans l'affaire qui passionnait désormais toute la France. Marie, Antoine, Isabelle et Philippe se tenaient au fond de la salle, entourés des élèves de l'école et de nombreux parents. Camille, au premier rang des enfants, gardait les yeux fixés sur l'estrade vide, comme si elle pouvait influencer les événements par la seule force de sa volonté. François de Montmorency fit son entrée, impeccable, dans un costume 3 pièces, accompagné de son avocat et, à la surprise générale, de Bernard Mercier de l'Abattoir. Les flashs crépitèrent. « Mesdames et messieurs, » commença François après s'être installé devant les micros, « je vous remercie d'être venus si nombreux. Les récents événements concernant le cheval connu autrefois sous le nom de Tonnerre de Montmorency et rebaptisé Étoile par les enfants de Saint-Martin-des-Champs ont suscité une émotion compréhensible mais disproportionnée. Des murmures parcourent l'assistance. Marie sentit son estomac se nouer. « Laissez-moi clarifier ma position, » poursuivit François. « Je n'ai jamais souhaité de mal à cet animal qui m'a, en effet, apporté de nombreuses victoires par le passé. Sa vente après sa blessure était une décision commerciale standard dans notre milieu, basée sur l'évaluation de professionnels. »« Mensonge !» murmura Antoine, serrant dans sa poche les documents prouvant le contraire. « Toutefois, » continua François, son regard balayant la salle, face à l'attachement manifeste que ses enfants ont développé pour ce cheval, et en considération de sa récupération inattendue, j'ai décidé de faire un geste. Le silence se fit total, chacun retenant son souffle. En accord avec M. Mercier ici présent, et suite à une compensation financière appropriée, j'ai racheté les droits de propriété sur cet animal. En tant que propriétaire légitime, j'ai décidé de faire don de Tonnerre, ou Étoile, comme vous préférez, à l'école de Saint-Martin-des-Champs, pour qu'il puisse y finir ses jours paisiblement. Un brouhaha stupéfait s'éleva dans la salle. Marie échangea des regards incrédules avec ses amis. Était-ce vraiment en train d'arriver? Ou y avait-il un piège caché? Ce geste, conclut François avec un sourire satisfait, témoigne de mon engagement envers le bien-être animal et ma sensibilité à l'importance des liens entre les enfants et la nature. Antoine se pencha vers Marie. Il essaie de sauver sa réputation. Il a compris que nous avions des preuves contre lui et préfère passer pour un bienfaiteur. Peu importe ses motivations, répondit Marie, des larmes de soulagement mouillant ses yeux. Mais si c'est vrai, Étoile est sauvée. Mais la conférence n'était pas terminée. Alors que les journalistes commençaient à poser des questions, une petite silhouette se fraya un chemin jusqu'au micro central. Camille, ignorant les protestations des organisateurs, se planta devant François de Montmorency. « Est-ce que vous allez vous excuser auprès des Étoiles ?» demanda-t-elle d'une voix claire qui résonna dans toute la salle. Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. François, déstabilisé, se pencha vers la fillette. « Pardon. Pour l'avoir abandonné quand il était blessé, pour avoir menti sur sa santé, pour l'avoir envoyé dans des endroits où on le frappait. » La voix de Camille ne tremblait pas. Il se souvient de tout, vous savez. Les animaux n'oublient pas. François pâlit visiblement. Face à cet enfant et à son regard limpide, ses manœuvres sophistiquées semblaient soudain dérisoires. Je regrette que les choses se soient passées ainsi.
balbutia-t-il finalement. Ce n'était pas mon intention que Tonnerre souffre. Il s'appelle Étoile maintenant, corrigea Camille. Et il vous pardonne, c'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Un frisson parcourut l'assistance. Même les journalistes les plus cyniques semblaient touchés par la scène surréaliste qui se déroulait devant eux. 3 mois plus tard, le pré de L, école de Saint-Martin-des-Champs-S, était transformé. Un abri spacieux et confortable avait remplacé l'installation temporaire. Une clôture solide délimitait un espace bien plus grand qu'auparavant. Et Étoile N était plus seule. 2 poneys rescapés d'un cirque itinérant, une jument âgée sauvée de l'abattage et un âne boiteux partageaient désormais son domaine. Le refuge de L Étoile, comme l'indiquait fièrement un panneau à l'entrée, était né. Marie observait avec émotion ses élèves participant à la séance hebdomadaire de médiation animale. Sous la supervision d'une zoothérapeute, les enfants interagissaient avec les animaux, développant patience, empathie et confiance en soi. Le programme, initialement conçu pour L École, accueillait maintenant des enfants d'autres établissements, notamment ceux en situation de handicap ou de difficultés psychologiques. C'est extraordinaire ce que vous avez accompli en si peu de temps, commenta Philippe, qui venait d'achever son examen mensuel des animaux. Nous n'aurions jamais réussi sans la médiatisation, répondit Marie. Les dons ont afflué de partout après le reportage national. Et sans Camille, ajouta le vétérinaire, elle a été le catalyseur de tout cela. Ils regardèrent la fillette qui guidait délicatement un petit garçon autiste vers Étoile. L'enfant, habituellement fermé à toute interaction, tendait timidement la main vers le museau velouté du cheval. « Elle a un don », murmura Marie. « Cette capacité à comprendre les animaux, à communiquer avec eux d'une façon que nous ne saisissons pas totalement, et à faire communiquer les autres à travers eux », compléta Philippe. « Na, regarde !» Le petit garçon avait posé sa main sur l'encolure d'Étoile et que, pour la première fois selon sa mère, qui observait la scène en larmes, un sourire illuminait son visage. Julien Lefebvre s'approcha, tenant à la main une lettre officielle. C'est confirmé. Le ministère de l'Éducation nationale inclut notre programme dans son étude sur les thérapies alternatives en milieu scolaire. Nous allons devenir un site pilote. Et François, demanda Marie, toujours méfiante malgré les mois écoulés. Toujours discret depuis le scandale. L'enquête sur ses pratiques commerciales se poursuit, mais à huis clos. Je pense qu'il a compris la leçon. Étoile s'approcha de la clôture comme s'il avait senti qu'on parlait de son ancien propriétaire. Son regard intelligent semblait plus serein désormais, la méfiance ayant cédé la place à une confiance tranquille. « Tu avais raison depuis le début », dit Marie en caressant son encolure puissante. « Il nous a choisis. Il savait où il devait aller pour trouver sa seconde chance. » La marque blanche en forme d'étoile sur le front du cheval semblait briller dans la lumière du soleil. Un symbole d'espoir, de résistance et de renaissance qui avait transformé non seulement la vie de l'animal, mais aussi celle de toute une communauté. Antoine, qui travaillait désormais régulièrement avec les enfants pour leur enseigner les rudiments de l'équitation, rejoignit le groupe. « Vous savez ce que m'a dit Camille ce matin ?» demanda-t-il avec un sourire, que ce n'était que le début. Que Étoile lui a montré qu'il y avait beaucoup d'autres animaux à sauver et beaucoup d'autres enfants à aider. Marie regarda la fillette qui avait tant changé ces derniers mois, plus confiante, plus ouverte, comme si sa connexion avec Étoile l'avait aidée à guérir de ses propres blessures invisibles. « Je n'en doute pas un instant, » répondit-elle. Quand Camille et Étoile décident quelque chose ensemble, elle laissa sa phrase en suspens, mais tous comprirent. Ce qui s'était passé à Saint-Martin-des-Champs n'était pas un simple fait divers touchant, une histoire éphémère qui s'estomperait avec le temps.
Était le commencement de quelque chose de plus grand, de plus profond, une reconnaissance de ces liens mystérieux qui unissent parfois les êtres les plus vulnérables, qu'ils marchent sur 2 jambes ou sur 4. Dans le pré, Étoile hennit doucement, comme pour approuver cette pensée. Son galop était désormais presque parfaitement fluide, sa blessure ancienne n'étant plus qu'un lointain souvenir. Les cicatrices restaient, bien sûr, visibles pour qui savait où regarder, mais elles racontaient désormais une histoire de résilience plutôt que de souffrance. La marque d'une vie bien vécue, disait souvent Camille, en les traçant du bout des doigts. Et tandis que le soleil commençait à décliner sur le refuge, baignant hommes et bêtes dans une lumière dorée, Marie comprit que cette histoire, leur histoire, continuerait bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Car certaines rencontres, certains liens transcendent le temps et les circonstances, transformant à jamais ceux qui ont le courage de les accueillir. Étoile, Étalon qui avait fui l'abattoir pour trouver refuge dans une école de campagne, était devenu bien plus qu'un animal sauvé. Il était devenu un guide, un guérisseur, un symbole vivant de cette vérité simple mais profonde. Chaque être mérite une seconde chance, et l'amour peut transformer même les destins les plus brisés en quelque chose de beau.